Il existe des phrases qui semblent anodines, presque banales, dites sur un ton léger. Parfois même accompagnées d'un sourire. Des phrases qui, en apparence, ne méritent pas de réaction excessive. Et pourtant, certaines d'entre elles ont le pouvoir de fissurer une vie entière en une fraction de seconde. Ce jour-là, tout semblait parfaitement ordinaire, la lumière était belle, les gens souriaient. L'instant devait être immortalisé comme un souvenir heureux, destiné à être montré, partagé, admiré une simple photo. Rien de plus. Mais derrière l'objectif, il y avait un regard. Et dans ce regard, quelque chose a changé. Mon mari m'a observé comme on observe un détail de trop, une tache sur une image soigneusement construite, puis il a parlé. Pas fort, pas brutalement, juste assez pour que je comprenne. Recule un peu, sors du cadre. À cet instant précis, je n'ai pas encore compris que ce n'était pas seulement une photo qu'il voulait sans moi. Ce que je n'imaginais pas, c'est que cette demande allait déclencher une décision irréversible. Une disparition bien plus radicale que celle qu'il avait envisagée. Car ce jour-là, quelque chose s'est brisé silencieusement. Et ce qui allait suivre n'était pas une dispute, ni un scandale immédiat, mais une transformation lente, froide, méthodique. Une disparition calculée. Et quand on efface quelqu'un de sa vie, on ne laisse aucune trace derrière soi. Avant d'aller plus loin, pose cette question. Que ferais-tu si la personne censée t'aimer te demandait, sans détour, de disparaître? La scène était presque ridicule par sa normalité. Un rassemblement familial, des sourires automatiques. Des conversations superficielles qui tournent en boucle autour des mêmes sujets rassurants. Personne ne criait, personne ne pleurait, tout était calmé, trop calme. Je me tenais là, à côté de lui, convaincu que ma place était évidente. Naturelle, acquise. Après tout, j'étais sa femme. Celle qui avait partagé les sacrifices invisibles, les compromis silencieux, les moments où personne ne regarde. Puis l'appareil photo a été levé. Les corps se sont rapprochés, les épaules se sont alignées, chacun cherchant instinctivement son meilleur angle. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti sa main me frôler, non pas pour me retenir, mais pour m'écarter. Il n'y avait aucune colère dans son geste. Juste une précision glaciale. Comme si ma présence était un élément superflu qu'il fallait corriger avant d'appuyer sur le déclencheur. Son regard n'exprimait ni culpabilité. Seulement une gêne discrète, presque professionnelle. Celle de quelqu'un qui veut une image propre, parfaite, sans interférence. Je me souviens de la fraction de seconde où j'ai hésité. Devais-je rire, faire semblant de ne pas comprendre, obéir sans poser de questions? Autour de nous, personne n'a remarqué. Quoi que ce soit, et c'est peut-être ça, le plus violent, l'humiliation silencieuse, celle qui n'a pas de témoin. En reculant, j'ai compris que ce n'était pas la première fois que je disparaissais pour lui. C'était simplement la première fois qu'il me le demandait ouvertement. Et à partir de cet instant, une pensée s'est imposée, claire. Implacable, s'il pouvait m'effacer d'une photo sans hésiter. Alors je pouvais disparaître de sa vie avec la même précision. Cette idée n'était pas encore une décision, mais elle venait de naître. Et une fois née, rien ne pouvait plus l'arrêter. Après cette photo, rien n'a changé en surface. Les conversations n'ont repris, les rires ont continué, les verres se sont levés comme si de rien n'était. Et moi aussi, j'ai continué à jouer mon rôle. J'ai souri au bon moment, hoché la tête quand il le fallait, répondu aux questions mécaniquement. De l'extérieur, personne n'aurait pu deviner que quelque chose venait de se fissurer à l'intérieur. Mais dans ma tête, chaque détail repassait en boucle, son ton, son regard, la facilité avec laquelle il m'avait mise hors champ. Ce n'était pas un geste isolé, et je le savais. C'était la confirmation d'un sentiment que je refusais. D'admettre depuis longtemps, je n'étais plus une personne à ses yeux, mais un élément décoratif qu'on déplace quand il gêne. Ce jour-là, l'humiliation ne m'a pas fait pleurer. Elle m'a réveillée, car il y a une différence fondamentale entre être blessé et être lucide. La blessure cherche une réparation, des excuses, une explication. La lucidité, elle, ne demande rien. Elle observe, elle analyse, elle conclut. En repensant au mois précédent, tout prenait soudain un sens glaçant. Les silences prolongés. Les décisions prises sans me consulter. Les projets ou mon avis n'étaient plus qu'une formalité. J'avais disparu bien avant cette photo.
L'image n'avait fait que révéler la vérité. Et plus je comprenais, plus une transformation silencieuse s'opérait en moi. Je cessais d'espérer, je cessais d'attendre. Chaque minute passée à ses côtés devenait une observation froide, presque clinique. Je notais ses habitudes, ses certitudes, la façon dont il se sentait en sécurité dans l'idée que je resterais, quoi qu'il fasse. Cette certitude était son erreur. Car quand quelqu'un cesse de se battre pour être vu, ce n'est pas une faiblesse. C'est le début d'un détachement dangereux. À cet instant précis, je n'étais plus une femme humiliée. J'étais devenue une femme invisible. Et l'invisible peut partir sans laisser de traces. À partir du moment où la lucidité s'est installée, tout a changé sans que rien ne se voie. C'est toujours ainsi que commencent les décisions les plus irréversibles. Dans le silence, loin des cris et des confrontations spectaculaires. Je continuais à vivre à ses côtés, à partager les mêmes espaces, les mêmes routines, mais intérieurement, je n'étais déjà plus là. Chaque geste devenait mécanique, chaque mot soigneusement dosé. Il pensait que je m'étais simplement faite plus calme, plus docile peut-être. En réalité, j'étais en train de me retirer. Lentement, méthodiquement, comme on efface un dessin au crayon sans vouloir laisser de traces sur la feuille. Je l'observais avec une distance nouvelle, presque étrangère. Sa manière de parler de lui, de ses projets, de son image. Toujours son image. Il passait de plus en plus de temps à la polir, à la contrôler, à la présenter au monde comme quelque chose d'impeccable. Et moi, dans ce tableau soigneusement mis en scène, je n'étais plus qu'un risque. Un élément imprévisible, quelqu'un qui pouvait fissurer l'illusion. Alors j'ai commencé à faire ce qu'il ne soupçonnait pas. J'ai cessé de demander, cessé d'expliquer, cessé de réclamer une place. Je me suis mise à préparer ma disparition comme on prépare un départ clandestin, mentalement d'abord, puis émotionnellement. Chaque attachement que j'avais encore, je l'examinais, je le questionnais, jusqu'à ce qu'il perde ça. Force, je me souvenais de la photo, de ce cadre dont il m'avait exclu sans hésiter, et cette image devenait mon moteur. Je comprenais désormais que partir ne serait pas un acte de colère, mais un acte de cohérence. Il voulait une vie où je n'apparaissais que quand cela l'arrangeait. Je lui offrirais exactement cela, mais jusqu'au bout. Je souriais encore en public, je jouais encore les pousses discrètes, pendant qu'en moi se construisait une certitude. Glaciale, on ne quitte pas quelqu'un comme lui en claquant la porte. On disparaît. On retire sa présence, son énergie, son rôle, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un vide impossible à ignorer. Et ce vide-là, il ne savait pas encore qu'il allait devoir vivre avec. Plus les jours passaient, plus ma disparition prenait une forme précise. Ce n'était pas une fuite désordonnaire, ni un élan émotionnel incontrôlé. C'était un effacement calculé, presque chirurgical. Je comprenais désormais que pour quelqu'un comme lui, la perte la plus violente n'est pas le conflit, mais le manque de contrôle. Il aimait maîtriser les récits, les apparences, les rôles de chacun. Il aimait savoir où j'étais, ce que je faisais, comment je pensais, même sans me le demander. Alors j'ai commencé à reprendre ce pouvoir, sans jamais l'annoncer. Je parlais moins de moi, je partageais moins mes pensées. Je devenais opaque. Là où autrefois je me justifiais, je répondais désormais par des phrases neutres, sans aspérité. Il ne remarquait pas immédiatement ce changement, parce qu'il n'avait jamais vraiment prêté attention à ce que je ressentais. Mais peu à peu, quelque chose le déstabilisait. Il ne savait plus exactement où me situer. Je n'étais plus sans demande, plus sans attente. Et cette absence d'attente est profondément dérangeante pour quelqu'un qui s'est toujours senti indispensable. En parallèle, je reconstruisais quelque chose pour moi, loin de lui, loin de son regard. Des pensées que je gardais secrètes. Des projets minuscules mais essentiels. Une version de moi qui n'avait plus besoin d'être validée. Chaque jour, je retirais une brique de la vie que nous partagions, sans bruit, sans drame. Il ne s'en rendait pas compte, persuadé que j'étais toujours là, acquise, comme un élément du décor. Mais l'effacement ne se mesure pas à ce qui disparaît en premier. Il se mesure à ce qui ne revient plus. Mon enthousiasme ne revenait plus, ma présence émotionnelle ne revenait plus. Mon regard non plus. Et plus il tentait inconsciemment de retrouver l'image d'avant, plus il révélait son attachement. À cette photo parfaite où je n'avais déjà plus ma place. J'avais compris une chose essentielle, il ne regrettait pas la femme que j'étais.
mais le rôle que je jouais. Et ce rôle, je venais de le supprimer définitivement. Le moment de partir n'a pas ressemblé à ce que l'on imagine habituellement. Il n'y a pas eu de scène, pas de larmes, pas de mots spectaculaires. Parce qu'en réalité, le départ avait déjà eu lieu depuis longtemps. Le jour où j'ai physiquement quitté sa vie n'était qu'une formalité, la dernière étape d'un processus achevé. Je me souviens de son regard ce jour-là, un mélange de surprise et d'incompréhension. Comme s'il découvrait soudain que quelque chose lui échappait. Il cherchait des explications, une réaction émotionnelle. Peut-être même une forme de colère. Mais il n'y avait plus rien à lui offrir. Ce qui me frappait, c'était son incapacité à comprendre ce qui s'était réellement passé. Pour lui, tout semblait avoir basculé soudainement. Pour moi, tout était terminé depuis la photo. Depuis cet instant où il avait décidé, sans le savoir, de me rendre inexistante. En partant, je n'ai rien emporté de spectaculaire. Ah! De vengeance visible, pas de discours final. Juste l'essentiel, ma dignité, ma cohérence, mon identité retrouvée. Et c'est cela qui fait le plus mal. Car on peut se défendre contre une colère, contre des reproches, contre une rupture explosive. Mais on ne sait pas comment lutter contre quelqu'un qui s'efface calmement, sans demander pardon ni permission. En disparaissant de sa vie, je l'ai lui a laissé exactement ce qu'il voulait au départ, une image sans moi. Sauf que cette image, désormais, était vide de sens. Il pouvait continuer à la montrer au monde, la perfectionner, la retoucher. Mais moi, je n'étais plus là pour y croire. Et c'est peut-être cela, la vraie victoire, ne plus exister dans le regard de celui qui n'a jamais su voir votre valeur. Il y a toujours un moment, après la disparition, où celui qui croyait tout contrôler commence à sentir le vide. Pas immédiatement. Au début, il confond l'absence avec un simple silence passager, une phase, une distance temporaire. Qu'il pense pouvoir corriger quand il le décidera. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a continué sa vie comme si j'étais encore là, quelque part en aéroplane prête à reprendre ma place dès qu'il en aurait besoin. Il parlait de moi au passé récent, comme d'un objet mal. Rangé qu'on retrouvera plus tard. Mais les jours ont passé. Puis les semaines, et rien n'est revenu. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a commencé à comprendre que quelque chose d'anormal se produisait. Il ne s'agissait pas d'une dispute, ni d'un éloignement classique, il s'agissait d'une suppression complète. Il cherchait des traces, un message, une réaction, une tentative de contact émotionnel, il n'y avait rien. Et c'est là que l'effacement devient insupportable, parce qu'il ne laisse aucun point d'appui. J'avais disparu de ses habitudes, de ses certitudes, de son récit personnel. Il ne pouvait même pas se positionner comme victime, car il n'y avait ni cri, ni accusation, ni guerre ouverte. Juste une sortie propre, froide, définitive. Peu à peu, il a compris que la photo n'était pas un détail. Que ce geste anodin avait été le révélateur de quelque chose de bien plus profond. Mais cette compréhension est arrivée trop tard, car la lucidité tardive ne répare rien. Elle ne fait que souligner la perte. Ce qu'il a perdu ce jour-là, ce n'était pas seulement une femme. C'était la présence silencieuse qui soutient, la loyauté invisible, l'amour qui ne demande pas d'applaudissements. Et quand il a enfin réalisé que j'existais réellement, que je n'étais pas un simple élément du décor, il ne restait plus rien à récupérer. Parce que l'effacement, une fois achevé, ne se renverse pas. On ne revient pas d'une disparition volontaire. On ne réapparaît pas dans la vie de quelqu'un qui a appris à vivre sans être vu. Et c'est ainsi que, sans bruit, sans vengeance, spectaculaire, sans affrontement final, j'ai cessé d'exister dans sa vie, exactement comme il me l'avait demandé. Cette histoire n'est pas celle d'un scandale, ni d'une revanche bruyante. C'est l'histoire d'un basculement silencieux, d'un moment précis où une personne comprend qu'elle n'est plus regardée comme un être humain, mais comme un détail gênant à effacer. Parfois, la décision la plus puissante n'est pas de se battre, ni de crier sa douleur, mais de retirer sa présence là où elle n'a jamais été respectée. Disparaître n'est pas toujours une fuite. C'est parfois une renaissance. Si cette histoire t'a parlé, si elle a réveillé en toi une réflexion, une émotion, ou un souvenir que tu n'osais pas regarder en face, alors prends une seconde pour t'abonner à la chaîne. Ici, on raconte des histoires qui dérangent, qui réveillent et qui rappellent une chose essentielle, personne ne mérite d'être effacé. Active les notifications
Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a peut-être besoin. Et dis-moi en commentaire ce que toi, tu aurais fait. À ma place. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.